Oui, alors Paul Santelman, moi je suis directeur de la veille emploi qualification à la direction de l'ingénierie de l'AFPA. Alors pour ceux qui voient l'AFPA d'un peu loin, la direction de l'ingénierie, c'est l'entité qui au sein de l'AFPA élabore, conçoit les titres professionnels. Donc cette fonction d'ingénierie, aujourd'hui, elle a pris une ampleur relativement importante, puisque c'est un chiffre que peut-être vous ne connaissez pas, mais aujourd'hui, annuellement, il y a à peu près 150 000 titres professionnels du ministère du Travail qui sont délivrés et qui sont préparés à la fois par les centres AFPA, mais aussi par des centres et des entreprises. La cartographie finalement de l'offre de formation qui prépare les 250 titres du ministère du Travail, qui vont du niveau 5 au niveau 2. Bon, c'est une cartographie qui commence à avoir un poids relativement important, qui représente à peu près 40% des certifications délivrées en formation d'adultes. Donc, alors, l'alternance dans cette affaire, nous, le constat qu'on fait depuis plusieurs années, c'est qu'on s'aperçoit que à la fois le monde de l'entreprise réinternalise des fonctions formatives, et d'ailleurs nombreuses entreprises demandent l'agrément pour préparer le titre du ministère du Travail, ce qui montre que c'est un indice qui est pas inintéressant pour voir la façon dont les entreprises aujourd'hui s'emparent, en tout cas réinternalise des fonctions formatives. On a aussi une multiplication des écoles et des universités d'entreprise dans les grandes boîtes. Enfin bref, et puis le développement de l'apprentissage et des contrats de professionnalisation ont développé aussi le nombre de tuteurs, de formateurs occasionnels du monde de l'entreprise. Donc c'est un élément de contexte qui est important pour nous, parce qu'on envisage aujourd'hui peut-être de nous repositionner en partie sur l'apprentissage. Donc c'est un débat qu'on a à l'interne avec le ministère du Travail. Alors aujourd'hui, on va vous proposer peut-être un duo, une présentation à deux voix un petit peu atypique. Je pense que c'est assez rare peut-être d'avoir l'AFPA et le MEDEF sur une présentation de la réforme de l'apprentissage. Ça montre bien qu'on est en plein dans une réforme à Big Bang et que tout bouge. Avec Monsieur Santelman, on a choisi aujourd'hui de ne pas forcément vous présenter un PowerPoint dans la mesure où vous avez tous déjà lu beaucoup de choses sur cette loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. On a choisi plutôt une trame autour de 6 sujets et qu'on va développer tous les deux, chacun avec notre vision. Et ce qu'on apprécierait, c'est que vous sentiez très libre de nous poser des questions au fur et à mesure de ce qui vous interpelle, ce sur quoi vous n'êtes peut-être pas d'accord, ce sur quoi vous pouvez nous donner des exemples, et qu'au cours de l'heure et demie qui s'annonce devant nous, on puisse échanger de manière assez libre et puis peut-être se poser toutes les questions. Sachant que les réponses, nous ne les avons pas forcément, puisque cette loi, Patrice le disait tout à l'heure, est parue le 5 septembre 2018, et on nous annonce les décrets pour la fin d'année, les décrets d'application. Certains projets commencent à sortir, mais voilà, on n'a pas encore tous les décrets, toutes les réponses, il y a encore des arrêtés qui doivent sortir. Sur les différents sujets qu'on traitera aujourd'hui avec vous, alors on commencera peut-être par une approche de ce qu'est l'alternance dans les autres pays européens, avant de se concentrer un peu plus sur pourquoi une réforme de l'alternance et plus particulièrement de l'apprentissage en France. Ensuite, on aimerait aborder avec vous le fait que c'est globalement une réforme, soit de l'alternance, mais aussi de la formation continue basée sur l'approche compétence. Et c'est quelque chose qui marque un peu toutes les dernières réformes. Donc, qu'est-ce que c'est que cette approche compétence et comment elle nous impacte tous ? Peut-être également faire un point sur le contrat d'apprentissage et le système de collecte de la taxe d'apprentissage. C'est un système qui va s'assouplir, qu'on est nombreux à avoir appelé de nos voeux, donc peut-être redétailler ces éléments avec vous. Et puis, Patrice Guermont va en parler aussi tout à l'heure, la fin du système administré de l'apprentissage, ça a des conséquences pour vous au quotidien, ça a aussi des conséquences un peu plus politiques sur le sujet, avec de nouveaux acteurs également. Un petit point sur l'orientation, parce que c'est sûrement ça aussi demain la clé du développement de l'apprentissage. Et puis, si on a le temps, peut-être terminer avec vous autour de questions qui restent en suspens pour l'avenir. Okay. Je vous en prie. Alors, j'ai pensé quand même que ce n'était pas inintéressant
de repositionner la France dans la constellation des pays européens par rapport à l'apprentissage. Si on regarde ce qui se passe au niveau de l'apprentissage, on est habitué à comparer la France à l'Allemagne, parce que l'Allemagne a ce système dual, mais finalement, si on analyse les systèmes d'apprentissage en Europe, on s'aperçoit qu'on a deux modèles. On a un modèle où l'apprentissage, c'est-à-dire l'alternance, c'est-à-dire le fait que le cursus d'apprentissage se fait à la fois dans des centres et à la fois dans l'entreprise. On a un modèle unitaire, c'est-à-dire où l'apprentissage est le système pivot de l'enseignement professionnel. Donc ces pays-là, on les connaît plus ou moins, c'est l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne, l'Irlande. Bon. Donc on a un groupe de pays où l'apprentissage finalement a structuré la logique d'enseignement professionnel et a positionné l'entreprise comme moteur finalement, comme élément central finalement de l'investissement par rapport à l'enseignement professionnel. Et on a les autres pays où, à côté de l'enseignement professionnel public, l'apprentissage est dans une position un peu additive ou marginale. Et ces pays-là, bon, évidemment, la France est un peu emblématique de ces pays, mais on a d'autres pays comme la Grande-Bretagne où l'apprentissage est périphérique. Bon. Donc, ça me semblait important de voir quelles sont les incidences des deux modèles. Dans le modèle où il y a plusieurs voies professionnelles, comme en France, et c'est vraiment un cas de figure tout à fait intéressant, bon, on s'aperçoit que la concurrence entre filières, entre dispositifs, a un certain nombre d'effets un peu négatifs. C'est-à-dire par rapport à la régulation de l'offre de formation, bon, il y a redondance d'opérateurs de formation sur les mêmes créneaux. On a également une moindre implication des entreprises dans la logique d'intégration et d'insertion des jeunes. Dans les modèles unitaires, il y a moins de décrochage des jeunes qui sont en difficulté, alors que dans les systèmes concurrentiels, les différents dispositifs ont tendance à être un peu sélectifs, à s'engager vis-à-vis de l'entreprise pour leur fournir, je dirais, des jeunes motivés, engagés, etc. Et on sait en France aujourd'hui qu'on a, y compris dans les dispositifs d'alternance, bon, des phénomènes de décrochage, par exemple au niveau 5, qui sont relativement importants dans certains secteurs. Chez les apprentis, mais aussi chez les jeunes en contrat de professionnalisation niveau 5, on a des taux de décrochage de 20, 25%, 30%. Donc c'est une réflexion qu'il nous faut intégrer dans cette réforme où on va demander à l'entreprise d'avoir un rôle beaucoup plus prégnant dans la façon d'organiser et de travailler avec les organismes de formation. Alors effectivement, en France, le système est en train de se réformer complètement. Là, pour reprendre un peu la casquette organisation professionnelle, de longue date, le MEDEF, en tant qu'organisation patronale, appelait de ses voeux une réforme forte du système d'apprentissage, considérant que c'est une voie d'excellence et les taux d'insertion sont excellents. Aujourd'hui, c'est une modalité pédagogique qui répond aux besoins des entreprises aussi en termes de recrutement. Recruter un apprenti, c'est lui permettre à la fois d'avoir une formation de qualité, mais également de découvrir l'entreprise, de découvrir les modalités de fonctionnement de cette entreprise, sa culture, ses valeurs, et donc de l'intégrer de façon la plus durable possible. Malgré tout, dans ce système actuel, les chiffres de l'apprentissage peinaient à décoller. On nous donnait des objectifs de 500 000 apprentis, qu'on n'a jamais réussi à atteindre. En Bretagne, on voit que ces dernières années, le nombre d'apprentis a beaucoup fluctué et il était très lié aussi à la conjoncture économique et au système régulé. Donc les branches professionnelles et le monde économique en général demandaient de longue date à être vraiment associés à la politique d'apprentissage.
On a été entendu lors de la concertation qui s'est déroulée en janvier 2017, donc il y a quasiment un an, puisque à l'occasion de la réforme qui s'annonçait de la formation continue, la ministre du Travail a provoqué une concertation à la fois avec les partenaires sociaux, donc collège employeurs, collège salariés, les représentants des régions, les représentants de l'État, également de l'éducation nationale. Et l'objectif était bien d'arriver à ce Big Bang de la formation par alternance en France. Et les demandes ont été entendues. Les demandes notamment du monde économique, puisque, on le verra après, on est passé sur un transfert de la responsabilité de l'apprentissage au monde économique. Là est la fameuse révolution copernicienne dont on nous a parlé. L'objectif aujourd'hui, le gouvernement, en tout cas c'est la manière dont il le présente, l'objectif il est clair, c'est de dire on a accepté de changer de paradigme, donc on passe d'un système quasiment plus régulé à un système effectivement plus concurrentiel, on remet les entreprises, les branches professionnelles au cœur des enjeux, on assouplit les règles du jeu, on change le financement. Demain, il faudra être en capacité de montrer qu'on est capable aussi de recruter plus d'apprentis. Donc la charge de la responsabilité de l'apprentissage pèse aussi sur le monde économique. Alors on va quand même se rappeler que pour qu'il y ait apprentissage, il faut qu'il y ait à la fois une entreprise, mais il faut aussi un jeune et un centre de formation par apprentissage. Donc la responsabilité, elle est malgré tout partagée dans ces trois cas, pardon. Mais pour les entreprises, c'est un vrai changement. Alors aujourd'hui, on voit qu'en Bretagne, notamment, l'apprentissage progresse, mais il ne progresse pas de la même manière sur tous les niveaux. Il progresse assez peu sur les bas niveaux de qualification, un peu plus sur les niveaux un peu plus hauts. Donc on a sûrement un enjeu aussi de repenser quels sont les besoins en compétences des entreprises pour demain, comment est-ce qu'on travaille en lien avec tous les centres qui proposeront de l'apprentissage, et je le dis à dessein, les centres qui proposeront de l'apprentissage, puisque dans le nouveau système, il n'y aura plus uniquement les CFA qui font de l'apprentissage. Le système va s'ouvrir à d'autres prestataires. Et puis, repenser effectivement cette logique aussi d'adaptation aux compétences. Penser compétences et plus uniquement référentiel. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Oui, on avait quand même un paradoxe en France. D'abord, la difficulté d'atteindre les 500 000 apprentis alternants, avec même des reculs ces derniers temps. Mais également un autre paradoxe qui est lié au fait que le taux d'emploi des jeunes en France est un des plus bas d'Europe. C'est-à-dire, pour vous donner rapidement une donnée, dans les années 80, il y avait 3,5 millions de jeunes qui avaient un travail, et il y avait 800 000 jeunes au chômage. Aujourd'hui, on a 2,2 millions de jeunes qui ont un emploi et 700 000 jeunes qui sont au chômage. Tous les autres sont en formation. Bon. Et je compte dans les jeunes qui ont un emploi, dans les 2,2 millions, il y a les alternants et les apprentis, puisqu'ils sont comptés comme salariés. Donc vous voyez que le rapport à l'emploi, à la louche, il y a à peu près 8 millions de 18-25 ans. Donc vous voyez bien que le taux d'emploi des jeunes est très faible. Et ça, c'est un paradoxe, puisque l'apprentissage et l'alternance devraient tirer les jeunes vers l'emploi. Et en réalité, on n'est pas arrivé. On a jugulé un peu le chômage, mais la population active des jeunes est très faible. Donc ça, c'est un point important. Deuxième point qui me paraît important, et c'est un peu là mon champ d'expertise à l'AFPA, c'est la structure des qualifications. L'offre de formation professionnelle, l'offre de formation qualifiante et certifiante, elle doit s'adosser aussi à la structure des qualifications et des emplois. Il y a une montée en compétences en tendance de tous les emplois, mais quand même, on est dans un pays où 50% des emplois sont des emplois d'ouvriers et d'employés, c'est-à-dire niveau 5 et 4. Donc, attention à ne pas distordre finalement l'appareil de formation et l'éloigner finalement de la structure des qualifications. On a un autre paradoxe et une autre difficulté qui est l'affaiblissement de la formation professionnelle qualifiante des adultes en cours de vie active. C'était l'enjeu de la formation tout au long de la vie. Après 40 ans, la montée en compétences de la population active est un effort assez faiblard. Donc, l'essentiel du système éducatif, du système formatif, des ressources
consacrée à la montée en compétence de la population est dirigée vers les moins de 30 ans. En plus, l'apprentissage va être élargi jusqu'aux 29 ans. Mais il faut se méfier de cette structure de l'offre de formation, parce qu'on est en même temps dans un pays où on a besoin de faire travailler les gens plus longtemps. Bon, alors on peut avoir un débat sur cette affaire, mais l'allongement de la durée de la vie, la réforme du système de retraite fait qu'un certain nombre de personnes vont devoir travailler beaucoup plus longtemps que l'âge légal de la retraite. Et donc, ça interroge aussi sur les modalités d'accompagnement des trajectoires professionnelles de la population active, alors qu'on s'était un petit peu... on s'était habitué au fait que finalement, à partir de 50 ans, bon, on était dans un déclin professionnel et on attendait la retraite. Aujourd'hui, on a besoin vraiment de retravailler sur cette affaire. Et puis il y a un lien effectivement avec tout ce qui est mutation technologique et au-delà des mutations économiques pour les entreprises. Les emplois évoluent vite, les emplois se créent aussi rapidement. Donc cette notion de formation tout au long de la vie, elle est obligatoire à penser. Ce qu'on apprendra dans son contrat d'apprentissage et puis tout au long de sa vie évoluera énormément pour s'adapter à toutes ces nouvelles mutations. Et ça, c'est un élément plus prégnant aujourd'hui peut-être qu'il y a quelques années. On est obligé de le repenser. C'est cette loi pour la liberté de choisir professionnelle, sa liberté de choisir son avenir professionnel, elle repose bien la question à la fois pour la formation initiale, continue en contrat de pro, mais également tout au long de la vie, en essayant de mettre des dispositifs qui permettent aux individus de se responsabiliser aussi tout au long de leur parcours, à la fois avec une vision de l'entreprise qui a la responsabilité de la formation de ses salariés, que ce soit en recrutement, par le contrat en alternance, mais aussi tout au long de leur contrat de travail, et puis la responsabilité de l'individu avec son compte personnel de formation, de choisir de se former sur des points précis, en dehors de son temps de travail, à titre personnel, ou sur son temps de travail en lien avec son employeur. Et là, on est bien dans cette notion de se réapproprier aussi son parcours professionnel. Il y a, dans ce que j'évoquais tout à l'heure, quand je parlais d'autres pays où entre le système productif et le système éducatif, il y a un meilleur équilibre. En France, on a un peu hypertrophié l'appareil de formation, notamment lié aux différents dispositifs, aux différentes filières. Et donc, il nous faut repenser aussi la structuration de l'appareil de formation. Je rappelle quand même que dans le champ de la formation continue, on a 70 000 prestataires, dont 50 000 sont des organismes qui ne sont pas des organismes de formation, qui sont des entreprises qui forment d'autres entreprises. Ce qui montre aussi que par ce biais, c'est-à-dire ce sont des entreprises qui ont la formation comme activité secondaire, mais ce qui montre aussi que la fonction formative se réintègre peu à peu dans le système productif. Et donc c'est un point important parce que la DARES publie dit 70 000 prestataires, mais quand on a 50 000 prestataires qui sont des entreprises qui forment d'autres entreprises, ça mérite une analyse finalement de la structure de l'offre de formation restante, c'est-à-dire les organismes qui ont la formation comme activité principale. Bon, et ceux-là, à mon avis, doivent se poser la question comment ça se fait que des entreprises se positionnent sur le marché. Aujourd'hui, c'est 40% du marché de la formation continue est occupé par des entreprises dont la formation n'est pas l'activité principale. C'est une vraie interrogation qu'on doit avoir sur la valeur ajoutée de ces opérateurs par rapport aux organismes de formation traditionnels. Donc voilà, c'est autour de cette affaire-là qu'on a pensé la réforme, parce que je crois qu'intuitivement, même si c'est le ministère du Travail qui pilote la réforme, ne le dit pas complètement explicitement, mais ce que je disais à ma voisine tout à l'heure, derrière la réforme, il y a aussi Bercy, qui calcule et qui compte et qui voit qui fait quoi et qui regarde les tarifications en formation initiale, en formation continue, etc. Et donc il y a aussi cette représentation qui est à moyen constant. Globalement, il n'y aura pas plus d'argent pour le système éducatif et la formation, mais à moyen constant, on devra former plus et mieux, mais peut-être en moins de temps.
Et donc, avec des nouvelles modalités pédagogiques. Et avec des nouvelles modalités pédagogiques. Donc le plurimodal, combiné de l'alternance, de la formation à distance, du présentiel, etc., c'est le modèle de demain qui permettra en plus de mieux intégrer un dispositif comme le compte personnel de formation, où certains seront en présentiel, ou d'autres seront à distance, ou d'autres se formeront en entreprise, puisque j'ai participé, j'ai accompagné l'expérimentation lancée par les partenaires sociaux et le ministère du Travail sur la formation en situation de travail, qui a démarré il y a 2 ans, la FEST. Bon, c'est très festif d'ailleurs, une ambiance très intéressante entre tous les acteurs qui ont été dans cette expérimentation, les OPCA, l'ANACT, plus des consultants qui ont accompagné cette affaire. Mais pour la première fois, et c'était vraiment une rupture culturelle pour le ministère du Travail, qui pendant longtemps a résisté au fait qu'on puisse imaginer qu'on puisse se former en situation de travail dans une entreprise. Bon, et là, ça les a un petit peu bousculés. Mais en même temps, bon, ça montre qu'il y a des ouvertures nouvelles, y compris dans la réglementation, dans le Code du travail, qui n'est pas facilement réformable. Bon, il y a une ouverture intéressante sur laquelle il nous faut réfléchir en termes d'ingénierie d'accompagnement. Je pense que les entreprises aujourd'hui auront besoin d'apports et de valeur ajoutée en matière d'ingénierie pédagogique, parce que le montage d'une action de formation en situation de travail inclut dans un parcours qui peut être à tous les niveaux de formation, ça demande une vraie compétence en ingénierie. Et de ce point de vue-là, on a certainement les uns et les autres, certainement aussi les IUT, à réfléchir sur des prestations d'ingénierie à apporter aux entreprises. Alors sur ces prestations d'ingénierie, demain, les opérateurs de compétences qui vont succéder aux OPCA et qui seront vos interlocuteurs financeurs de l'alternance au sens large, contrat de pro comme contrat d'apprentissage, ce sera une de leurs missions aussi, accompagner les entreprises et peut-être même accompagner les organismes de formation vers ces nouvelles modalités pédagogiques à proposer. Et je crois que le terme sur lequel il faut vraiment insister dans cette réforme, là encore au sens large, dans le contexte, c'est le terme de compétence. Dans toute la réforme, finalement, la loi Avenir professionnel ne nous parle pas forcément de formation, elle nous parle de compétences. On nous dit que tout le système va être globalement renationalisé autour d'une grande agence qui s'appellera France Compétences. Donc c'est cette agence-là qui récupérera tous les fonds, toutes les contributions des entreprises, à la fois sur la formation continue et sur l'apprentissage, et qui sera la gare de triage, le répartiteur de ces financements en fonction des différents sujets, de la formation des demandeurs d'emploi, à l'alternance, au CPF, je vais pas tous les redire ici, mais bref, cette agence s'appellera France Compétences. Demain, les OPCA s'appelleront opérateurs de compétences. Aujourd'hui, le plan en faveur de la formation des demandeurs d'emploi s'appelle le PIC, le Pacte d'investissement dans les compétences. Donc on voit bien que c'est de la sémantique, soit, mais ça a un sens. La stratégie compétences va devenir essentielle, à la fois pour répondre aux besoins des entreprises. Donc ça implique que les entreprises soient aussi capables, au-delà d'une fiche de poste, de savoir de quelles compétences elles ont besoin, les compétences actuelles, mais les compétences également à venir. Ça rejoint la question des mutations économiques et technologiques. Et donc ces entreprises auront aussi besoin d'être accompagnées par les organismes de formation, par les opérateurs de compétences, pour mieux définir les compétences attendues, les formations qui peuvent mener à ces compétences, les modalités pédagogiques, et là on revient à l'innovation pédagogique. L'enjeu, parce qu'on ne se l'est pas redit depuis le départ, mais l'enjeu clairement aujourd'hui pour les entreprises, c'est de répondre à leurs problèmes de recrutement. Pour beaucoup aujourd'hui, notamment en Bretagne, même si on a encore 7,4-7,5% de chômage, suivant les territoires,
il y a des difficultés de recrutement importantes dans les entreprises. Il y a des problèmes d'attractivité sur certains métiers, donc d'attractivité aussi dans certaines filières de formation. Donc c'est un enjeu auquel il nous faut répondre, et cette réforme globale de l'apprentissage, elle doit permettre aussi de répondre à cet enjeu de recrutement à la fois des jeunes, mais des besoins en compétences et en compétitivité aussi des entreprises bretonnes. Parce que pour se développer, il faut pouvoir investir aussi sur des jeunes qui seront les salariés et les chefs d'entreprise de demain. Dans ce cadre-là, vous dire aussi que la loi prévoit que les référentiels de formation vont être amenés aussi à évoluer. Le répertoire national des certifications professionnelles, là, je vous laisserai peut-être en reparler, va être réaménagé. Mais vous dire aussi que nous, côté organisation professionnelle, un vrai satisfecit, c'est de voir que les référents, les experts des branches professionnelles vont être mieux associés aussi à la mise à jour des référentiels. C'est prévu dans la loi, c'est redit. Il y a un souci vraiment d'agilité et d'évolution de ces référentiels pour être en lien avec toutes ces mutations qui nous concernent au quotidien. Oui, France Compétences réintègre la fameuse CNCP, la Commission nationale des certifications professionnelles, ce qui veut dire que France Compétences va avoir une vision systémique de l'appareil de formation, mais aussi du système de certification, du système de financement. Donc c'est un régulateur à plusieurs niveaux, y compris par rapport aux branches professionnelles, puisque la tarification du contrat d'apprentissage, on y reviendra, bon, sera pas simplement à la main des branches professionnelles. Bon, il y a aussi le processus de fusion des branches professionnelles qui a entamé, donc tout ça était un peu compliqué, mais il faut savoir que France Compétences aura autorité par rapport aux branches professionnelles pour renégocier les taux de prise en charge des contrats d'apprentissage. Et donc, quelque part, il y a une sorte de concurrence qui va se mettre en place entre les branches professionnelles par rapport aux logiques de tarification. Alors, on ne sait pas trop comment tout ça va être régulé, mais on voit bien que on est entre nous, on a un gouvernement qui a un peu une double idéologie, qui est à la fois libérale et étatiste. Ils ont du mal à se débarrasser de l'étatisme qui marque l'histoire de la France. Bon, donc il y a quand même les administrations sont toujours présentes dans la façon d'organiser les réformes. Et puis en même temps, il y a une volonté effectivement de libéraliser, d'ouvrir, de laisser de la place à l'initiative. Et quelquefois la recentralisation. On a cette impression de recentralisation, mais en même temps, la recentralisation permet quelquefois beaucoup plus d'initiatives de terrain. Donc moi j'étais à une époque au ministère du Travail, donc j'étais à l'époque où les régions n'avaient pas complètement la main sur la politique de formation, et dans les délégations régionales à la formation professionnelle dans laquelle j'ai travaillé, on avait une marge d'initiative beaucoup plus large que nos collègues du conseil régional. Il n'y en a peut-être pas dans la salle, qui étaient un peu plus contraints par rapport aux initiatives à prendre. Donc vous voyez, la recentralisation, ce n'est pas forcément une rigidification des pratiques. Donc, je ferme la parenthèse, parce que je ne veux pas non plus créer un débat sur les mérites de la déconcentration et de la décentralisation. Mais voilà, en tout cas, il y a cette double logique sur laquelle il faudra évidemment, sur le terrain, arriver à créer des nouvelles synergies. Les conseils régionaux vont avoir un rôle aussi maintenu dans l'apprentissage à un certain nombre d'endroits, on y reviendra. Donc il faut retrouver, on est dans cette logique quadripartite, c'est-à-dire l'État, les partenaires sociaux, les collectivités locales, parce que je pense que les régions ne sont pas les seuls acteurs locaux à être associés finalement à la réflexion sur comment on régule un système de ce type-là. Les pays où les systèmes de formation professionnelle marchent bien, c'est quand même les pays où sur les territoires, les acteurs sont fortement impliqués et fortement en synergie. Bon, c'est aussi souvent les petits pays, les pays scandinaves, la Suisse, etc. On voit bien que dans ces pays un peu plus étriqués en termes de population, etc., bon, les logiques territoriales sont importantes. Peut-être juste un point pour revenir aussi sur l'approche compétences.
Vous en avez sûrement entendu parler, mais la loi va permettre d'expérimenter des contrats de pro sur mesure. Une expérimentation sur 3 ans, alors qui sera reprécisée là aussi par un décret qu'à ma connaissance on n'a pas encore, mais qui proposera de faire ce lien-là entre contrat de pro sur mesure pour une entreprise et pour un jeune. L'opérateur de compétences, donc l'OPCA actuel qui demain sera opérateur de compétences, pourra aller voir une de ces entreprises adhérentes, identifier avec elle où est son besoin en recrutement, identifier quel bloc de compétences ou quel type de formation peut être nécessaire, donc à la fois du bloc qui peut être certifiant, à la fois de la formation en situation de travail, et élaborer un parcours en contrat de professionnalisation, donc financé comme tel, mais sur mesure. Donc là, on sort de la rigidité habituelle du contrat de pro et on passe sur une logique, alors que certains OPCA mettaient déjà en place, notamment Opcalia avec un contrat qui s'appelait Prodiat, mais l'idée de l'approche compétence et de la réponse à la fois aux besoins des entreprises et à l'insertion professionnelle du jeune qui rentre en contrat de pro. Donc on voit que petit à petit, on fait bouger les lignes aussi sur le contrat de pro et le contrat d'apprentissage. Et la question que vous ne nous avez pas posée, mais qui est sur toutes les lèvres, je l'imagine, c'est mais pourquoi, si on a fait une révolution copernicienne, on garde à la fois un contrat de pro et un contrat d'apprentissage? Ou vous la posiez pas? Non. Alors pourquoi? Il faut quand même savoir que le gouvernement, au tout début, avait cette hypothèse de fusion. C'est-à-dire qu'ils étaient même prêts à le faire, à passer en force. Et puis après, ils se sont rendus compte quand même que le passage en force, et on voit que certains types de passage en force créent quand même beaucoup de perturbations. Bon, donc ils sont revenus un peu à quelque chose d'un peu plus pragmatique en testant finalement la capacité des branches professionnelles et des entreprises à réguler les deux dispositifs, puisque finalement l'apprentissage se rapproche en termes de gestion et de logique du contrat de professionnalisation. Donc je pense qu'à terme, cette logique-là va peut-être s'imposer. Il n'empêche que le contrat de professionnalisation s'est structuré aussi autour des CQP de branche, que pour l'instant l'apprentissage ne peut pas préparer les CQP, reste uniquement sur les titres, les diplômes RNCP. Bon, en tout cas, il y a une réflexion à avoir, mais aussi du côté des branches, sur la complémentarité entre les systèmes de certification. Bon, là, certainement qu'on a à réfléchir sur pourquoi des diplômes professionnels, pourquoi des titres professionnels du ministère du Travail, pourquoi des titres RNCP d'organismes de formation, et pourquoi des CQP de branche. D'autant plus qu'il y en a beaucoup. Je citais les 250 titres du ministère du Travail, mais il y a 1300 CQP. Il y a 200 CAP, 150 Bac Pro. Après, il y a les BTS et les DUT, je les ai comptés une fois, mais je les ai un peu oubliés. Mais en tout cas, et les licences pro, 1200 licences pro. Donc on a un paysage au niveau des certifications qui est un peu embrumé et confus, à la fois pour les personnes, à la fois pour les entreprises, à la fois pour les financeurs, à la fois... Et France Compétences va essayer, à mon avis, de jouer un rôle un peu de logique de complémentarité. D'autant plus que dans d'autres pays, c'est quelque chose où l'éducation nationale a toujours un peu résisté. Il y a quand même cette idée qu'il y a des diplômes et des certifications qui sont bien adaptés aux nouvelles générations et qui visent des métiers qu'on peut démarrer en début de carrière. Et puis il y a des diplômes et des certifications qui correspondent à des métiers qu'on exerce et qu'on occupe après avoir une expérience de travail relativement importante. Bon, et donc là, il y a certainement une réflexion à avoir entre nous, entre certificateurs et formateurs, sur quel public on vise. Bon, il y a un certain nombre de métiers qu'on ne peut pas exercer en tout début de carrière, qu'on n'a jamais travaillé. On ne va pas rentrer dans ce débat entre nous, mais en tout cas, c'est une réflexion à avoir par rapport au public cible de l'apprentissage. On va jusqu'à 29 ans maintenant. Et donc le contrat d'apprentissage pour des jeunes de 17-18 ans, voire plus jeunes, et le contrat d'apprentissage pour quelqu'un qui a 27-28 ans, bon, il faudra réfléchir, est-ce que ce sont vraiment les mêmes logiques? Est-ce que ce sont vraiment les mêmes durées de formation? Est-ce qu'il n'y a pas non plus à mieux mobiliser la VAE, qui est sous-utilisée depuis la loi de 2003, bon,
les flux d'usage, d'entrée dans les dispositifs de VAE sont quand même très marginaux. Donc voilà, il y a à réfléchir aussi sur une meilleure complémentarité des dispositifs et des certifications. Donc la fusion contrat de pro, contrat d'apprentissage, ce ne sera pas pour tout de suite, même si de nombreuses entreprises appelaient de leur vœu cette simplification. Ce sera peut-être l'étape d'après, mais effectivement, on voit que le Big Bang a eu lieu, mais pas sur tous les sujets, et sur celui-là notamment. Donc ça peut, et peut-être pour vous, être une source aussi de, alors si ce n'est de complexité, mais en tout cas de nécessité de pédagogie pour bien expliquer la différence entre les deux, sachant que leur financement, leurs modalités vont largement se rapprocher. Je ne sais pas si c'est d'ores et déjà une question que vous vous posez. Si. On reviendra peut-être après. Maintenant, évidemment, le comportement des entreprises va être déterminant dans cette affaire. Bon, on peut combiner des formules, mais encore faut-il que les entreprises y voient leur intérêt. On sent quand même du côté des entreprises une tendance à vouloir raccourcir les parcours en alternance. Bon, et comme c'est aussi une volonté un peu générale pour dire, si on veut plus d'apprentis, si on veut 600 000 apprentis alternants, à moyen constant, la seule façon de résoudre le problème, c'est de diminuer un peu les durées de formation. Ou d'adapter les modalités pédagogiques. Voilà, ou alors de baisser les prix. Bon, alors on a un peu le même débat sur les retraites d'ailleurs. Vous voyez bien, est-ce qu'on baisse le niveau des retraites, est-ce qu'on fait travailler les gens plus longtemps, etc. Dans le système de formation, on a à peu près les mêmes types de réflexions. Donc il nous faut trouver, il faut que l'appareil de formation, là je prends ma casquette AFPA, il faut qu'on soit force de proposition. Il ne faut pas laisser simplement que les décideurs soient uniquement les financeurs et les certificateurs. Bon, puisqu'on a séparé aussi la certification et la formation, d'où le débat sur les blocs de compétences. Il y a une réflexion à avoir sur la cohérence entre un cursus de formation qui vise des objectifs et qui vise une progression qui n'est pas forcément complètement compatible avec un découpage par bloc de compétences qu'on analyse le métier. Vous voyez, nous, les titres professionnels du ministère du Travail sont découpés en CCP, en certificats de compétences professionnelles, qui peuvent être préparés indépendamment les uns des autres. Bon. Alors, c'est à la fois un système plus souple, mais pédagogiquement, ça pose des problèmes. Parce que dans un même métier, on peut le découper en blocs de compétences, mais pour l'organisation du système de formation, de la progression pédagogique, ça ne nous arrange pas forcément. On a besoin de réorganiser les choses de telle façon à ce que le processus d'apprentissage soit cohérent. Donc on a aussi ces choses-là à gérer, quoi. Et il faut aussi faire passer ces messages par rapport aux financeurs pour leur dire, l'alternance par exemple. Il y a cette idée que quelquefois, puisque l'entreprise prend sa part en matière de formation, bon, ça prend moins de temps. Non, ça prend plus de temps, l'alternance. Il faut la préparer, il faut exploiter les séquences en entreprise. Il y a de la réflexivité à intégrer dans les processus d'apprentissage en situation de travail. Donc finalement, il y a beaucoup d'éléments de régulation qui peuvent rallonger le processus d'apprentissage. Donc cette idée qu'on peut tout compacter, tout raccourcir, c'est aussi un piège sur lequel on doit apporter des éléments de débat. Bon. Oui. Sur contrat de pro, contrat d'apprentissage, à ma connaissance, les régions n'avaient pas forcément d'avis. Ils n'étaient pas forcément enthousiastes, parce qu'ils voyaient bien dans quel sens allait avoir lieu la fusion. Bon. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Oui, c'est ce qui s'est passé. Donc, non. Par contre, les branches n'ont pas forcément monté au créneau pour avoir la fusion. En fait, ça dépendait des branches professionnelles. S'il n'y a pas eu fusion aussi des deux dispositifs, c'est parce que certaines branches professionnelles, historiquement, travaillaient plutôt avec l'un des dispositifs ou plutôt
avec l'autre. Et cette fusion aurait pu amener effectivement des difficultés dans certaines branches. Donc l'idée, je pense, c'est plutôt l'approche itérative. On commence par un rapprochement des dispositifs d'un point de vue administratif, aussi dans le type de financement. Et puis, peut-être que par la suite, effectivement, à terme, on aurait un contrat unique. Mais là, nous ne représentons pas le gouvernement. Aussi, oui, aussi. Puis, ouais. Le contrat de professionnalisation. Sachant qu'à terme, quand même, l'idée, c'est bien que la taxe d'apprentissage va se réappliquer à un maximum d'entreprises. Certaines vont se voir appliquer la taxe alors que ce n'était pas le cas auparavant. En même temps, s'il y avait fusion, si c'était l'apprentissage qui absorbait le contrat de professionnalisation, ça posait le problème des CQP. Est-ce que le nouveau système unitaire mettait sur le même plan les CQP, les diplômes et les titres RNCP? Il y aurait eu certainement un arbitrage défavorable aux CQP. Donc, c'est certainement ça aussi qui a bloqué. Peut-être pour poursuivre sur l'assouplissement administratif quand même global et qui a été salué sur l'apprentissage. Alors il est à différents niveaux. On parlait tout à l'heure de la taxe. Effectivement, à partir de 2019, donc de l'année prochaine, tout le système de contribution des entreprises, alors je fais une petite parenthèse sur le sujet, même si ça vous concerne moins directement, mais va être profondément modifié. Là où auparavant, une entreprise payait tous les ans sa contribution formation professionnelle continue à son OPCA. Donc elle recevait un ou plusieurs bordereaux à remplir suivant le nombre d'OPCA auxquels elle cotisait, plus à côté des bordereaux de son organisme collecteur de taxes d'apprentissage. Donc il y avait ceux qui étaient nationaux, il y avait les consulaires, enfin en tout cas un organisme consulaire en région qui était aussi collecteur de taxes. À partir de 2019, ou en tout cas à terme dans 2020 sur le système final, ce sera un prélèvement unique par l'URSSAF, à la fois de la contribution formation et de la contribution taxe d'apprentissage. Alors, ce ne sera pas une taxe unique, mais ce sera une contribution au même moment de l'entreprise. La taxe d'apprentissage, elle ne va pas augmenter, enfin à ce jour, elle est toujours à 0,68% de la masse salariale brute de l'entreprise. Ce qui va en revanche être profondément différent, c'est que auparavant 51% de la taxe des entreprises partait aux conseils régionaux qui avaient la compétence sur l'apprentissage. Et donc, les entreprises réaffectaient les 49% restants à la fois aux CFA avec lesquels elles travaillaient, si elles avaient des apprentis, et à la fois sur une partie qu'on appelait le hors-quota, donc qu'elles reversaient à des écoles, des universités, des associations qui avaient une volonté de promotion des formations professionnalisantes ou de promotion de la relation école-entreprise. Donc, ce système-là, avec la fin de la compétence des régions, change complètement. 100% de la taxe d'apprentissage ira dorénavant à l'apprentissage, donc les 51% n'iront plus aux régions, et donc sera collecté par l'URSSAF qui reversera le tout à France Compétences. France Compétences se chargera ensuite de reprendre une part de ces financements et de les reverser aux opérateurs de compétences qui, eux, seront bien en charge du financement de tous les contrats de pro et contrats d'apprentissage. Donc on passe de ce système administré par les conseils régionaux auparavant. Alors c'est vrai que je vais un petit peu plus loin là peut-être sur le sujet, mais on peut digresser maintenant là-dessus. Auparavant, effectivement, les régions étaient en charge de la carte des formations professionnelles initiales. C'est toujours le cas jusqu'à cette année pour la rentrée 2019. Donc à la fois donner un agrément pour les ouvertures et les fermetures de sections, donner un agrément aussi pour l'ouverture de centres de formation par apprentissage. C'était elles qui décidaient qu'ils ouvrent ou n'ouvrent pas, les nouveaux. Et puis subventionner un nombre de places par CFA. Si j'avais 20 places dans mon CFA, j'avais 20 places financées, même si au final je n'en avais que 5 d'utilisées dans ma classe. Donc un système administré et donc subventionné. Dans le nouveau système, fin du rôle des régions sur la carte des formations et sur l'ouverture des sections par apprentissage. Donc demain, la taxe d'apprentissage n'ira plus aux régions. Un centre de formation par apprentissage pourra décider d'ouvrir ou de fermer une formation
à sa discrétion. Un centre de formation par apprentissage deviendra même un organisme de formation comme les autres. Il sera soumis aux règles classiques des organismes de formation, c'est-à-dire déclaration d'activité auprès de la directe, obligation de répondre aux critères qualité à partir de 2021 comme un organisme de formation classique. Donc on voit que le CFA tend à se rapprocher de l'organisme de formation classique. Inversement, ce que ça signifie, c'est que les organismes de formation vont eux aussi pouvoir aller vers l'ouverture de sections par apprentissage, suivant les mêmes règles, en prouvant effectivement auprès des services de l'État, donc de la directe, de leur capacité à faire de l'apprentissage. On ne fait pas de la formation continue comme on fait de l'apprentissage. Il faut effectivement des formateurs spécifiques, il faut des plateaux techniques, mais on voit bien que là, les dispositifs sont profondément modifiés. Et donc, je suis rentrée sur ce sujet-là par celui de la taxe, parce qu'effectivement, là où auparavant, les 51% de la taxe qui était versée aux régions servaient à cette logique de subvention, demain, ils iront directement auprès des opérateurs de compétences qui financeront l'apprentissage au coût au contrat, comme c'est le cas aujourd'hui pour un contrat de professionnalisation. On voulait peut-être rebondir là-dessus sur le coût. Oui, alors la façon dont les contrats en alternance, le contrat de professionnalisation a régulé l'offre de formation, a donné quand même des éléments sur lesquels il faut réfléchir. Il y a 5000 opérateurs qui interviennent sur le contrat de professionnalisation. À la louche, là aussi. Certains opérateurs... dans l'année, ils accueillent 2 ou 3 personnes en contrat de professionnalisation. D'autres opérateurs en prennent 300 ou 400. Donc, il y a une grande diversité de types d'opérateurs qui interviennent dans le contrat de professionnalisation. Et là, on a l'impression que les OPCA, qui de fait ne se coordonnent pas entre eux pour piloter l'offre de formation, il y a certainement une réflexion à avoir aujourd'hui sur la façon dont la transformation des CFA, à la fois le maintien des CFA existants qui ont l'année prochaine pour se réorganiser par rapport au futur, et puis les nouveaux opérateurs qui vont se positionner sur l'apprentissage, peut créer, s'il y a une absence de réflexion territoriale sur les complémentarités entre opérateurs, on peut avoir ce qu'on observe aussi en tendance quand même dans ce pays par rapport aux logiques de préparation des diplômes et des certifications. C'est-à-dire, si j'observe surtout les diplômes de niveau 5 et 4, sur lesquels l'AFPA est, grosso modo, 80% des apprenants préparent 20% des diplômes de niveau 5 et 4. Ce serait intéressant de voir ce qui se passe au niveau 3, au niveau 2 et plus. On a besoin donc d'avoir une réflexion sur comment on fait qu'on a beaucoup de diplômes très spécialisés pour arriver à répondre à la fois aux besoins des entreprises, parce qu'un diplôme, un titre professionnel, une certification est supposé être construite en fonction des besoins des entreprises. Enfin, je l'espère. En tout cas, la cible d'un titre, d'un diplôme ou d'une certification, c'est son agencement par rapport aux évolutions des qualifications professionnelles et le développement des compétences du côté de l'entreprise. Par contre, la façon dont l'offre de formation s'organise par rapport à ces diplômes, ces titres et ces certifications, dans la logique de concurrence pure, chaque opérateur a intérêt à aller sur les segments de formation les plus rentables. Là où il y a un plateau technique à investir, là où il y a de la matière d'œuvre chère, là où il faut trouver une coopération forte avec les entreprises, parce que l'entreprise possède une expertise formative plus forte que l'appareil de formation. Là, il y a vraiment une réflexion à avoir sur les nouvelles complémentarités et sur le bon modèle économique qui permet aux opérateurs de formation intervenants de s'y retrouver. Autrement, on peut avoir un risque de dispersion. Et pour autant de redondance, c'est-à-dire c'est les mêmes types de formations qui vont se développer partout, et puis un certain nombre de formations ne pourront pas se développer parce qu'il n'y aura pas assez de stagiaires, de jeunes qui seront attirés par ces formations. Et là, on revient en boucle avec une autre question qui est l'orientation. C'est-à-dire le public, les jeunes, aujourd'hui, comment,
demain vont-ils se positionner par rapport à l'offre de formation en alternance, que ce soit apprentissage ou contrat de pro. C'est-à-dire qui va leur donner la clé pour opter pour la formation la plus pertinente par rapport à leur projet, mais aussi par rapport au tissu économique local. Là, il y a une interrogation que nous, on peut avoir en tant qu'AFPA, mais je ne sais pas si vous posez le même type de questionnement, puisque vous allez avoir des concurrents qui vont apparaître sur vos segments, hein, puisque sur le niveau 3, ou Bac plus 3, ou Bac plus 2, en tout cas, sur ce segment de qualification professionnelle, l'analyse qu'on fait avec nos petits moyens, etc., c'est quand même au niveau des qualifications intermédiaires, des professions intermédiaires, que l'appareil de formation est le moins bien structuré. Bon. Donc, il y a un enjeu tout à fait important. Pourquoi ? Parce que les qualifications intermédiaires, c'est les qualifications qui permettent à ceux qui sont en bas de l'échelle de progresser. Bon, et c'est là aussi où une partie des compétences se réorganise. On voit bien que les plus hauts niveaux de qualification, quelquefois, s'emparent des compétences qui sont au niveau intermédiaire. On sait bien que les cadres, maintenant, ils font l'ensemble du travail que faisait une assistante. Bon, ils font leur courrier, ils envoient des mails, etc. En tout cas, il y a une vraie réflexion collective à avoir sur la façon dont l'appareil de formation et la structure des qualifications s'agencent et se répondent. Alors, il y a la question que vous n'avez toujours pas posée quand j'ai évoqué la taxe d'apprentissage, mais j'imagine qu'elle est sur toutes les lèvres. Est-ce que le hors quota pourra toujours vous être affecté demain ? Non, ça... Vous ne la posez pas. Oui, alors il y a un maintien d'un hors quota. Donc 13% de la taxe d'apprentissage pourrait être affectée à des établissements du supérieur, mais ça veut dire que quand même 87% de la taxe passera par l'opérateur de compétences pour le financement du coût au contrat. Donc il y a quand même un enjeu derrière sur cette partie du hors quota dont certains établissements avaient fait une base pour certains budgets, à repenser la concurrence qui peut être se mettre en place derrière sur ce segment-là. Ça, c'était pour terminer sur la partie peut-être taxe. Oui. Qu'ils verseront. Ce sera des dépenses libératoires, exactement. Qui pourront effectivement avoir lieu soit par du don de matériel, mais également des versements financiers classiques aux universités, aux écoles, mais également il y aura une liste établie au niveau national par, alors je pense que c'est par le ministère du Travail, je pense au contrôle, d'organismes qui seront habilités à recevoir cette partie du hors quota à hauteur maximum de 30%. Ce sera 30% des 13%. Je répète. Alors, 0,68%, c'est la base de votre taxe d'apprentissage. Donc, on va considérer que c'est 100 sur 100 de budget de taxes. 87% ira via l'URSSAF à l'opérateur de compétences pour financer le coût au contrat. Il restera 13% à l'entreprise à affecter à différentes écoles ou organismes ou associations qui seront soit des établissements scolaires, du secondaire, du supérieur, privés ou publics, soit les écoles de la deuxième chance, il y a toute une liste prévue par la loi, soit des établissements, des organismes qui seront déterminés par une liste ministérielle. Et ces établissements sur la liste ministérielle auront droit à un maximum 30% des 13%. Je crains d'être plus littéraire que mateuse, vous me pardonnerez. Voilà, c'est clair. Oui, 23%, mais vous partiez sur une base où il y avait déjà 51% qui partaient à la région. Donc vous étiez sur une base 49. Et il n'y a plus cette notion de... Il n'y a plus de catégorie A, catégorie B. Non, vous avez juste la notion des 30% plafonnés sur les 13% pour les organismes qui sont sur la liste ministérielle. Peut-être rapidement, mais vous avez déjà dû lire quand même beaucoup de choses sur le sujet, mais l'évolution
à la fois du contrat d'apprentissage dans ses modalités et son financement, c'est aussi le rapprochement des modalités administratives entre le contrat de pro et le contrat d'apprentissage. Donc on peut essayer de les balayer aussi rapidement pour vous dire un peu comment on voit les choses. Donc je vous disais déjà tout à l'heure, les CFA donc, se rapprochent dans leur modalité de travail des organismes de formation. Dès le 1er janvier 2019, il y a la possibilité de créer des CFA, donc soit sous forme de convention avec le conseil régional, soit de manière très libre, mais dans ces cas-là, en 2019, le CFA qui se sera créé, sans autorisation de la région, n'aura pas le droit au financement de la région. En revanche, il aura le droit au financement des opérateurs de compétences, puisque la réforme se sera mise en place. Donc on peut imaginer qu'un CFA se crée parce qu'il a identifié un besoin sur une branche professionnelle ou sur des entreprises d'un bassin territorial spécifique et se disent, moi je travaillerai avec un coût au contrat établi par les branches et j'ai d'ores et déjà étudié mon marché et je travaille en dehors de cette logique de subvention sur cette période transitoire de 2019. Sinon, ce sera effectivement une mise en œuvre du coût au contrat à partir de 2020. Sur les modalités pédagogiques, vous dire que la loi prévoit quand même une grosse évolution sur le contrat d'apprentissage en proposant qu'un contrat d'apprentissage puisse être signé en dehors du cycle, à tout moment de l'année, en dehors du cycle scolaire. Donc la notion d'entrée en formation permanente. Et repenser aussi les dates des examens, des diplômes. Alors j'imagine que ça, c'est quelque chose qui peut vous impacter de manière assez importante. C'est une mesure importante pour les entreprises, hein, parce que souvent, la date de septembre-octobre ne correspond pas forcément à la temporalité des recrutements en entreprise ou à leur disponibilité. Un point aussi qui est important pour les entreprises, c'est la capacité, vous l'abordiez tout à l'heure, à avoir des contrats d'apprentissage qui peuvent être ramenés à 6 mois minimum, au lieu de 12 mois auparavant. Et cette logique de positionnement préalable aussi avant l'entrée en contrat d'apprentissage. C'est-à-dire que comme le contrat d'apprentissage pourra être mené jusqu'à 29 ans révolus, enfin son entrée du moins, il y a des gens qui auront peut-être eu une vie avant, hein, une vie dans les études, une vie professionnelle. Et c'est pour ça que le contrat d'apprentissage, dans ses nouvelles modalités, prévoit qu'on pourra tenir compte des compétences acquises par la personne avant son entrée en contrat pour modulariser son temps en centre de formation par rapport à ses compétences. Donc on voit que cette entrée avec un positionnement et puis la capacité d'avoir un contrat de 6 mois, et d'une, c'est un rapprochement vers le contrat de pro, et c'est aussi une manière d'adapter aux besoins des entreprises et puis à la capacité de quelqu'un qui, à 28 ans, effectivement, a déjà sûrement acquis une expérience, des compétences de par un parcours qui peut être non linéaire, mais tout aussi intéressant. Un point également intéressant, c'est en cas de rupture du contrat d'apprentissage. Déjà, il est assoupli dans ces termes juridiques. On ne passe plus par le référé devant les prud'hommes. On est sur un système classique de licenciement pour inaptitude ou pour faute. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que tous les apprentis dont le contrat auront été interrompus en cours d'année ne perdront pas forcément leur année. Je m'explique, les opérateurs de compétences continueront à financer la formation pendant 6 mois, le temps que le jeune, s'il a choisi de quitter l'entreprise ou si son contrat a été rompu du fait de l'entreprise, que le jeune puisse avoir le temps, avec le CFA, de trouver une autre entreprise pour continuer sa formation en alternance. Mais on ne lui dit pas juste, tu n'as plus d'entreprise, donc plus de contrat, donc tu arrêtes la formation. Ça, c'est une vraie sécurité aussi pour les jeunes, parce qu'on a souvent tendance à dire que cette réforme, elle amène beaucoup de flexibilité et peut-être même un peu d'insécurité. Et on voit bien que le pendant, ça a été de se dire qu'effectivement, même en cas de rupture, le jeune est sécurisé, le jeune est accompagné dans sa recherche d'emploi, voire accompagné aussi pour des passerelles vers d'autres formations dans le cadre d'un droit à l'erreur. Vous m'interrompez si, non. Je vous l'ai dit également tout à l'heure, le fait aussi que les branches professionnelles soient associées au référentiel d'activité de compétences et diplômes, c'est un point qui nous paraissait important. Donc l'assouplissement des règles de conclusion, d'exécution et de rupture, je vous en ai parlé, donc âge limite repoussé à 29 ans.
Durée du contrat qui peut être de 6 mois à 3 ans. Donc là, on voit qu'on se rapproche aussi du contrat de pro. De la même manière, sur les durées d'enseignement en CFA, durée d'enseignement de 25% au total avec minimum 150 heures. Donc là, on se rapproche aussi du contrat de pro. Et puis, alors, un élément dans la loi qui peut paraître un peu plus lointain, mais qui est important, c'est quand même l'idée de mise en place d'un Erasmus de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on lève les freins à cet Erasmus de l'apprentissage, puisqu'auparavant, un apprenti qui voulait partir à l'étranger, la responsabilité portait toujours sur son entreprise accueillante en France. Donc on va voir que toutes les modalités, la responsabilité juridique sera adaptée de manière à ce que le jeune qui part quelques mois à l'étranger, au moins au sein de l'Union européenne, voit une prise en charge en termes d'assurance qui soit beaucoup plus conforme aux intérêts de l'entreprise. Deux différences majeures après je me tais, excusez-moi. Deux différences majeures mais importantes aussi pour les entreprises, c'est qu'auparavant un contrat d'apprentissage devait être enregistré auprès de la CCI ou des chambres consulaires plus généralement. À partir de 2020, ça sera un dépôt auprès de l'opérateur de compétences. Donc là aussi, on revient sur un système plus simple, type contrat de professionnalisation. Un dernier point, puisqu'on a assoupli les règles de l'apprentissage, mais malgré tout, tout n'est pas favorable aux entreprises. On nous dit demain, il y aura une aide unique aux entreprises, donc pour une aide à l'apprentissage, une aide unique. Mais cette aide qui auparavant était relativement large et multiforme, demain, elle sera unique et réservée uniquement aux entreprises qui auront moins de 250 salariés et pour des contrats d'apprentissage de niveau bac ou infrabac. Donc c'est aussi une manière pour le gouvernement de dire, bon, vous avez voulu la responsabilité de l'apprentissage, vous l'avez, mais à côté de ça, on diminue les aides. Donc ça peut créer dans certaines entreprises, si ce n'est des freins, mais en tout cas un temps d'explication nécessaire, parce que même si les entreprises ne signent pas des contrats d'apprentissage pour avoir des aides, c'est malgré tout un levier qui peut être intéressant pour elles. Il faut quand même prendre en compte le fait que les entreprises pourront aussi se créer comme CFA. Ce n'est pas simplement un opérateur de formation, mais une entreprise peut se créer comme CFA. L'autre aspect, c'est la question des examens, c'est-à-dire les entrées et sorties permanentes. Bon, il ne faut pas non plus... Mais ça ne marche qu'avec des gros flux. Mais quand on a des très petits flux d'apprenants, bon, c'est compliqué d'organiser les examens. Mais c'est vrai que il y a quand même l'exemple des titres du ministère du Travail, puisque j'ai évoqué tout à l'heure l'agrément des titres du ministère du Travail. L'agrément, ce n'est pas un agrément de formation. C'est un agrément qui permet à une entité d'organiser les épreuves de certification. Donc, c'est... Bon, voilà, c'est à intégrer dans le débat. Bon, le fait de pouvoir avoir la main sur l'organisation de la certification est une modalité d'assouplissement et qui permet d'accompagner cette logique d'accueillir des publics à des moments différents de l'année. Et ça, c'est un élément fort de la progression du nombre d'apprentis. C'est vrai que si tous les apprentis rentrent en septembre, bon, ça bloque de toute façon le développement numérique du nombre d'apprentis. Donc on a besoin de réfléchir certainement à la façon dont on articule mieux les logiques de certification et les logiques de formation, bon, et de façon assouplie. Peut-être passer sur la question du coût au contrat, parce que finalement, oui, on l'aborde de manière un peu périphérique, puis il ne reste plus qu'un quart d'heure tout à l'heure. Le changement effectivement fondamental de perte de compétences de la région au profit des branches professionnelles, donc on se rapproche du système contrat de pro, ça sera donc un système avec un financement coût au contrat. Et donc, ce sont les branches professionnelles, sous l'arbitrage de France Compétences, qui vont devoir définir, avant avril 2019, donc c'est demain, pour chacune d'entre elles, le coût des formations qui les concernent. Donc, on peut imaginer, et j'imagine que tout à l'heure, elles en témoigneront, que la plupart ont commencé à travailler au niveau national sur le sujet, mais il y a de nombreuses formations qu'il va falloir étudier.
et effectivement définir le coût qui sera le plus adéquat sur tout le territoire, sachant que ce seront bien les opérateurs de compétences qui financeront ce coût au contrat, avec les financements de la taxe dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais que les régions continueront à garder une petite partie de péréquation financière. France Compétences reversera à chaque région un pourcentage équivalent à leurs investissements précédents sur les 3 dernières années. Donc on peut imaginer en Bretagne peut-être quelques millions d'euros, 4-5, mais je vous dis ce chiffre-là absolument sans contrôle. Je n'ai pas forcément d'idée sur le sujet. Et ça peut encore bouger. Et ça peut encore bouger. Alors à quoi elle servira cette péréquation? C'est quand même pour répondre à un questionnement des régions qui disaient qu'elles avaient effectivement toujours la compétence économique sur les territoires et que au titre de l'aménagement du territoire, elles souhaitaient garder la main pour pouvoir aider certains CFA sur certains territoires à se maintenir si ils estimaient que les coûts au contrat n'étaient pas suffisants pour que ces CFA puissent se maintenir. Donc demain, le Conseil régional restera un interlocuteur sur l'apprentissage pour certaines dépenses de fonctionnement. Donc là, il pourra majorer le niveau de prise en charge du coût au contrat, mais également sur certaines dépenses d'investissement. Ouais. Oui, tout à fait. Hein. Ça, c'est un point important. Bon, parce que l'investissement, l'apparition de nouveaux CFA va être quand même fortement déterminée par les moyens d'investissement. Et donc, de ce point de vue-là, la région continue à avoir un poids non négligeable par rapport à un risque d'atomisation de l'offre de formation. Le fait qu'il y ait quand même 1500 ou 1600 CFA existants, que les régions tiennent à un certain nombre de CFA qui structurent l'intervention sur les territoires, il ne faut pas non plus penser qu'il va y avoir une explosion du nombre de CFA, parce que quand les opérateurs de formation vont commencer à calculer leur part de marché potentielle, ils vont s'apercevoir que ce n'est pas forcément rentable de se lancer dans cette affaire. Donc voilà, c'est bien qu'il y ait le maintien de cette logique de poids d'investissement des régions. Est-ce que vous avez des questions spécifiques peut-être sur cette partie-là? Oui. Vous avez évoqué en fait l'idée de contrat qui pourrait passer d'1 an à 6 mois. Oui. C'est vrai que dans les IUT, on a peut-être cette notoriété de qualité de formation. Comment voyez-vous l'avenir? Est-ce que je pense qu'il y aura de nouveaux groupes de formation, des opérateurs qui vont arriver, avec vraisemblablement des qualités de formation moindres. Est-ce que la loi a prévu un audit de ces formations, ou pour le moins un contrôle qualité? Qu'est-ce qui se passe si on alors, je pense qu'a priori, France Compétences va juger des formations, mais dans le suivi, est-ce que aujourd'hui des formations qui utilisent le terme de licence pro, par exemple, qui n'utilisent pas de licence pro, comment voyez-vous le suivi de la qualité sur un audit de ces nouveaux formations? Alors, aujourd'hui, il y a bien un service de contrôle des formations par apprentissage, je crois, qui est au sein du rectorat. Et demain, ce contrôle de l'apprentissage sera maintenu. Chaque ministère certificateur organisera en région des équipes avec des experts de ce ministère certificateur, mais également des experts des branches professionnelles concernées et des chambres consulaires, CCI, CMA, qui auront pour rôle effectivement d'aller vérifier la prestation en apprentissage qui sera proposée. Parallèlement à ça, les CFA vont devoir appliquer les mêmes règles que tous les organismes de formation, c'est-à-dire une démarche qualité. Alors aujourd'hui, c'est une démarche qualité qui est prévue par décret, et demain, ça sera une habilitation d'organisme par le COFRAC ou par un référentiel national de France Compétences, mais il y a bien cette logique de démarche qualité de la formation et de l'organisme de formation, plus un contrôle sur place et sur pièce des modalités pédagogiques de l'apprentissage. C'est assez pernicieux parce que ce sont les CCI qui contrôlent, qui sont en même temps organismes de formation, l'organisme de
Alors, c'est le projet de décret là, que je vous livre, hein, qui n'est pas encore sorti, mais le projet de décret dit que c'est en gros une équipe de 3 ministères certificateurs, branches professionnelles, consulaires. Bon, on peut imaginer qu'il y aurait un équilibre entre les 3 et puis des garanties que chacun reste bien dans son champ, sachant que si je ne m'abuse, je crois que le projet de décret mentionne bien qu'il ne faut pas avoir de mandat ou être salarié d'un CFA pour être expert sur cette partie-là. Enfin, il faut quand même bien comprendre que le meilleur contrôle qualité qu'il puisse y avoir sur l'appareil de formation, c'est le fait des entreprises. Oui. Parce qu'en bout de chaîne, c'est quand même l'entreprise qui est commanditaire, que ce soit la branche représente les entreprises, mais l'entreprise, si elle a un appareil de formation qui est en disjonction par rapport à ses besoins en compétences, si elle n'a pas la capacité de peser sur la qualité des prestations des opérateurs de formation, l'administration ou les partenaires sociaux, les structures des certificateurs, etc., ne pourront pas grand-chose pour faire monter en qualité l'offre de formation. Là, il y a besoin d'une responsabilisation du monde de l'entreprise. Bon, alors ça ne se fait pas en un jour. D'un dialogue, je pense. Mais voilà, il faut absolument qu'il y ait une synergie entre les certificateurs. Moi, je plaide pour que le ministère du Travail se donne les moyens du contrôle pédagogique, mais aussi de l'accompagnement pédagogique des opérateurs qui préparent les titres du ministère du Travail, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accompagnement pédagogique de ces opérateurs. Bon, mais l'accompagnement pédagogique, c'est une garantie à la fois pour les bénéficiaires, pour les apprentis et les apprenants, mais c'est aussi une garantie pour les entreprises. On peut avoir un diplôme professionnel, un titre professionnel extraordinaire, mais si les pratiques de formation ne sont pas à la hauteur, tout le monde le paye, hein, que ce soit l'entreprise ou les jeunes. Donc je pense que là, il y a aussi certainement une réflexion à avoir, pragmatique, dans les territoires, parce que, encore une fois, si je vois l'Autriche, la Norvège, là où il y a une bonne régulation de la qualité de l'appareil de formation, c'est les implications territoriales des partenaires sociaux notamment, mais aussi avec les acteurs locaux et les pouvoirs publics locaux. Donc c'est la bonne martingale, hein, là où ça marche. Bon. Je crois effectivement qu'au-delà de ces aspects très institutionnels, enfin, vous avez raison, c'est le lien à l'entreprise, mais surtout se redire que l'apprentissage, enfin, c'est une entreprise, un jeune et un CFA, quel qu'il soit, et que pour que ça fonctionne, il faut que les 3 soient satisfaits. Donc effectivement que l'entreprise y trouve son intérêt, que le jeune y trouve une insertion et que le CFA, lui, propose quelque chose qui est en lien avec les besoins de chacun. Et là, il y aura bien signature du contrat d'apprentissage. Un CFA qui demain ne jouera pas le jeu de la qualité ne trouvera de toute façon pas une entreprise prête à financer un contrat d'apprentissage. Vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord, mais on peut imaginer, parce que ça reste un investissement hein, de prendre un jeune en alternance, et c'est du temps aussi avec un maître d'apprentissage, c'est du temps de formation au sein de l'entreprise. Et donc, les entreprises, aujourd'hui, ont quand même tout intérêt à ce que ce travail amont d'adaptation entre la formation et leurs besoins soit le plus rapproché possible. Et ce qu'on prône, nous, au quotidien, auprès des pouvoirs publics, c'est de se dire qu'il faut dialoguer un maximum en amont sur les besoins en compétences des entreprises, des territoires, sur l'évolution de l'offre de formation, de manière à ce qu'on soit vraiment dans un jeu gagnant-gagnant où demain on puisse faire plus d'apprentissage avec plus de centres de formation par apprentissage quel qu'il soit. Et pour revenir sur les IUT, on voit bien qu'il y a une proximité aujourd'hui entre les IUT et le monde économique qui fait votre savoir-faire, qui fait aussi votre réussite. Et c'est sûrement un gage aussi de qualité pour demain, sans flagornerie. Et c'est pour ça que le rapprochement des dispositifs dans leur logique est un élément d'amélioration de la qualité. Parce que ce que je disais en tout début d'intervention, c'est parce que les dispositifs sont très cloisonnés les uns par rapport aux autres que finalement, il y a une déperdition en termes de ressources, en termes d'efforts de qualité. Il y a une logique de concurrence par les prix. Bon. Donc, on a intérêt à travailler à ce que les critères qualité soient partagés par tous. Bon, et qu'on n'ait pas une concurrence exacerbée entre des dispositifs qui sont dans des logiques différentes. Et là, c'est quand même une avancée importante
qu'on a un rapprochement, une convergence entre deux dispositifs qui auraient pu se développer de façon concurrentielle au détriment des jeunes, taux de décrochage important, c'est à surveiller, mais aussi au détriment des entreprises également. Oui. Sur la qualité, il a été évoqué que ce soit l'HCVRS qui soit l'organisme qui intervienne pour labelliser les formations, notamment les licences professionnelles, puisque c'est l'organisme un peu de référence supérieur, sauf pour les DUT, là c'est une commission pédagogique nationale. Est-ce que vous avez des informations en ce sens, en sachant que l'agrément allait être dispensé pour les CFA du supérieur pour cette raison-là? Non, j'ai pas plus d'informations. Pas à ma connaissance. Ça concerne les subventions, je peux me permettre de rappeler qu'en Bretagne, il y a une situation atypique qui est celle d'une région qui n'a pas subventionné le supérieur au niveau de l'apprentissage. De ce fait, sur les 4 milliards d'euros qui allaient vers les régions, il y en a 12 millions qui vont revenir au Conseil régional de Bretagne. Sur ces 12 millions, ils vont devoir financer les CFA qui ont des hébergements, Oui. des lieux de restauration, les CFA qui sont dans des zones rurales. C'est ça. Il va falloir soutenir, donc il restera très très peu pour subventionner les IUT, par exemple. C'est un sujet qu'il faudra leur amener. Peut-être deux mots sur l'orientation. Il y a quand même un dispositif qui est prévu, qui est une sorte de préparatoire à l'apprentissage, qui permet, par rapport à certains publics, de pouvoir créer les conditions d'engagement et de réussite des jeunes ensuite dans le contrat d'apprentissage. Donc c'est un dispositif, une démarche qui est importante. Les conseils régionaux vont récupérer les moyens des ORICEP, mais dans une logique un peu contrainte, puisque l'ONICEP continue à être le fournisseur du contenu des informations sur les métiers. Donc la marge de manœuvre des régions en matière d'information sur les métiers sera un peu contrainte par le maintien de l'ONICEP. Alors des représentants des conseils régionaux n'est pas très contents de cette transfert de compétences où finalement ils n'ont pas la marge de manœuvre complète pour pouvoir... mais c'est peut-être des choses qui évolueront après, parce que je crois que l'ONICEP n'est pas non plus dans une position de dire on veut absolument que le cadre national s'impose aux régions. Il y aura certainement des marges de manœuvre et d'initiative pour avoir des... Parce que quand même l'information sur les métiers, il faut aussi monter ça en qualité. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de jeunes, beaucoup de demandeurs d'emploi, puisque nous on travaille plutôt avec les demandeurs d'emploi, qui ont un déficit d'information sur les transformations des métiers, sur la réalité des métiers. On n'est pas très bon en orientation, quoi. Alors, effectivement, il y a la question de l'attractivité des métiers, puis l'attractivité de cette voie pédagogique en alternance. C'est vrai que demain, les régions auront cette compétence sur l'information sur les métiers, mais ce qu'on attend aussi, c'est que tous les prescripteurs d'orientation, donc éducation nationale, CEO, etc., et la bonne vision de l'apprentissage soient capables aussi d'expliquer aux familles, aux jeunes, et à tous leurs référents ce qu'est vraiment l'apprentissage, que ça peut être une voie d'insertion professionnelle, une voie d'épanouissement aussi, replacer aussi ce contrat en alternance dans une logique de formation tout au long de la vie. Et ça rejoint aussi la logique du DUT. On peut entrer en entreprise après un DUT et puis continuer à se former tout au long de la vie et progresser au sein de l'entreprise. Donc tout ça, ça sera sûrement des clés aussi pour faire passer le message de l'apprentissage et se dire que c'est une voie, si ce n'est d'excellence, mais en tout cas une voie tout aussi excellente que les autres et à favoriser. Et on peut noter également qu'il y a 54 heures d'orientation qui sont prévues auprès des jeunes, notamment aussi pour leur parler des métiers et des voies pédagogiques pour les atteindre. Il nous reste 2 minutes. 2 minutes. Pour d'autres questions ? Oui, il y aura un projet il y a un projet de décret sur le statut du maître d'apprentissage, qui devrait être relativement... je me pose la question, mais je crois l'avoir vu. Mais je l'ai vu, mais je ne l'ai pas là en tête. Je sais qu'il doit présenter des garanties morales.
Assuré, ouais. Ouais. Mais voilà, je n'ai pas plus d'informations à vous apporter à part ce qu'il y avait dans le projet de décret sur le sujet. Ouais. Pardon ? Qui va accompagner le décret. Je n'ai pas entendu. J'ai dit le projet qui va sortir, qui vient avec le... Avec le décret, ouais. Et donc, au point de vue MEDEF, quel est votre sentiment à vous dans cette réforme-là? Bah, écoutez, c'est une vraie réforme structurelle. On a vraiment aujourd'hui eu des réponses à des demandes qu'on portait de longue date en termes d'assouplissement, d'agilité, de capacité à être mieux associés à tout le système de l'apprentissage. Donc maintenant, à nous d'en prendre aussi la mesure et surtout de travailler avec tous les prestataires de formation pour faire que ça fonctionne. Parce que nous, notre enjeu principal, c'est la compétitivité des entreprises sur tout le territoire breton, c'est l'insertion professionnelle des jeunes, une insertion de qualité. Donc là, on se dit que les feux, pour la plupart, sont verts. Alors, il reste encore beaucoup de choses à voir, notamment sur les coûts au contrat, s'assurer que le système fonctionne, continuer à travailler avec tous les pouvoirs publics aussi sur ces enjeux-là. Mais l'enjeu aussi, au-delà de ce satisfecit, c'est de se dire que nous, organisations professionnelles, il va falloir qu'on fasse aussi un vrai travail, et je le disais en introduction, sur notre capacité à identifier et à remonter nos besoins en compétences. Ça, c'est une vraie organisation qui va se mettre en place avec les opérateurs de compétences. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais demain, les opérateurs de compétences, à part sur l'alternance, ce ne sera plus des financeurs. Hein. Ils seront des conseils auprès de leurs adhérents en innovation pédagogique, en accompagnement de la GPEC et donc en identification aussi de leurs besoins en compétences. Et donc, ils seront un lien dans tout ce système. Et c'est vrai que on va faire de moins en moins la dissociation entre formation initiale et formation continue. Je pense que de plus en plus, on va être dans cette logique de formation tout au long de la vie avec des opérateurs de compétences, cette logique de compétences. Mais c'est aussi un changement de paradigme pour les entreprises. Donc, il y aura sûrement plus d'observatoires pour accompagner aussi tout ça. Et le lien pour vous avec ces opérateurs de compétences et ces observatoires, je pense qu'il sera stratégique aussi pour comprendre les besoins des territoires, les besoins des branches professionnelles. L'OPCO, ouais. C'est pareil, exactement pareil. Oui. Ah ben ça, on ne sait pas encore, parce qu'on ne sait pas de quelle façon la tarification des deux contrats va s'organiser, puisque finalement, France Compétences va devoir réfléchir à une cohérence de tarification et de coût au contrat entre les deux dispositifs. Donc c'est quelque chose sur lequel, là, à la fois les branches professionnelles et France Compétences comme organisateurs du système d'ensemble vont devoir se mettre d'accord. Ma seule interrogation, c'est la prise en compte des dimensions territoriales dans ce débat. C'est un établissement public national à caractère administratif sous tutelle, alors je ne sais plus s'ils disent de l'État ou du ministère du Travail, mais sous tutelle de l'État, oui. Alors, il sera composé a priori de 5 collèges, donc, et des représentants de l'État, des régions, collèges employeurs, collèges salariés et des personnalités qualifiées. Mais ce sera une quinzaine de personnes, voilà, avec un nombre de voix. Donc, ils auront à la fois la mission de répartir les financements, mais également de réguler les coûts, de réguler la qualité, de ce travail sur les certifications professionnelles. Et je m'arrête, excusez-moi. Non.